Alors, nous voilà sur les derniers exercices concernant donc, le chapitre sur les variations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera plus de variations, puisque vous l'avez compris hein, sur le chapitre suivant avec la fonction exponentielle et toutes les variantes, disons, on a aussi justement pas mal d'études de fonctions, du coup en fait des études de variation de fonctions qui reprennent exactement le même principe. Donc, bon, ce sont les derniers pour ce chapitre, mais la notion, vous n'avez pas fini de la voir en fait, hein, ni cette année ni l'année prochaine. Alors, donc là, on avait le 15, le 18 et le 20. Le 15 étant un petit problème, le 18 aussi, mais bon, un peu plus light, on va dire, et le 20, encore un problème. Donc en fait, on est vraiment sur des exercices, en fait, disons, de fin de chapitre, pas forcément dans la technique mathématique qu'il demande, plutôt dans l'emballage qu'on va mettre. C'est-à-dire que là, il faut avoir assez de recul sur les techniques mathématiques pour arriver à passer outre l'emballage qui est mis dans l'exercice. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Et c'est bien ce qui vous pose problème, justement, sur les problèmes. Donc le 15. Alors le 15, on vous dit, bon, c'est assez simple finalement le problème, c'est-à-dire qu'on veut construire des boîtes qui sont parallélépipédiques. Oui, oui, ça existe. Rectangle, c'est-à-dire que, en fait, c'est un rectangle avec un volume, quoi, avec une profondeur. Et donc, en fait, on coupe les quatre coins pour pouvoir après, en remontant les bords et en les collant, faire la boîte, justement, qui aura la forme voulue. Donc, on vous dit qu'en tout, on a une dimension de 25 par 40 au départ sur le rectangle. Et on vous demande déjà, première chose, sachant que le x, c'est justement le côté d'un des quatre carrés qu'on enlève. On vous demande x entre quoi et quoi il peut varier. Quelle est la fourchette? Alors, numéro 15, ça j'ai déjà écrit. On a en tout une largeur qui peut valoir jusqu'à 25. Je ne parle même pas de la longueur parce que la contrainte la plus forte, c'est celle de la largeur, parce que la largeur est plus petite. Donc, sur la largeur de 25, en fait, au maximum, on pourra... Bon, ça n'aura pas trop de sens pour la boîte, elle va être bizarre, mais bon, mathématiquement, en tout cas, on peut l'imaginer. On pourra venir couper ici jusqu'à un carré comme ça, qui fait la moitié et la moitié. Donc, vraiment, au max du max du max, on pourra prendre x qui vaut la moitié, c'est-à-dire 12,5. Et au minimum, 0, évidemment, si on décide de finalement pas enlever de carré. Je ne crois pas qu'ils vous mettent de contraintes dans l'énoncé, je suis en train de regarder. Non, voilà. Donc sans contrainte, on est sur, une fourchette idéale. Idéale dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire une fourchette théorique. Voilà, c'est plutôt ça le mot, théorique. Après, évidemment, dans la réalité, vous ne prendrez pas x qui vaut 0, vous ne prendrez pas x qui vaut 12,5 non plus. Hein. Ça reste donc un ensemble de valeurs théoriques. Donc, x serait entre x et 12,5, car la largeur mesure, d'ailleurs c'est en centimètres, hein, ouais, mesure 25 cm. Bon, ça suffit, hein, je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus que ça comme explication. Parce que bon, après on va se lancer dans des grandes phrases parce que bon, faut expliquer que justement le carré, son côté ne pourra pas excéder la moitié de la largeur. Donc on est à 12,5. Et en même temps, on ne considère pas la longueur parce qu'elle est plus grande de toute façon. Donc on ne pourra pas aller jusqu'à la moitié de la longueur, ça ne rentrera plus sur la largeur. Le 2. Alors le 2, on vous demande de justifier que le volume de la boîte s'exprime, blablabla. Bon. Alors, il faut imaginer votre boîte. Hein. Votre boîte, ça va être donc un espèce de rectangle avec une hauteur. Voilà, on a ça comme boîte. Et donc, on va essayer de déterminer quelles sont justement les cotes. Parce que je vous rappelle je vais l'écrire d'ailleurs, un parallélépipède rectangle, pour avoir son volume, il suffit de faire surface de la base fois la hauteur, c'est-à-dire longueur fois largeur fois hauteur. Donc, longueur ici, largeur en général, c'est la profondeur, hein, et la hauteur ici. Donc, quelles sont ces longueurs? Enfin, que mesurent ces trois grandeurs en fait? Donc, la longueur, c'est AB, hein, donc on peut l'écrire.
La longueur, c'est AB. Et AB vaut, en tout, on a 40 moins 2x. Puisque là, en tout, de bord à bord sur le rectangle de base, avant de replier, j'ai 40. Et j'enlève les deux côtés des carrés violets qui font x. Donc, et comme il y en a deux, je fais 40 moins 2x. La largeur, maintenant, même principe, mais avec 25. Donc, 25 moins 2x. Et la hauteur, justement, bah, c'est le côté du carré. Donc, c'est x. Et avec ça, je suis en mesure de calculer donc, mon volume. Ça me fait donc 40 moins 2x, facteur de 25 moins 2x, facteur de x. Ensuite, on va développer, puisque clairement, dans l'énoncé, ils attendent une forme développée. Donc, alors, je développe d'abord les deux premiers facteurs. 40 fois 25, alors, je ne vais pas le faire de tête. Ah, quoique, ça se fait, ça, en fait, je suis bête. 4 fois 25, c'est 100, donc, ok, oui, ça se fait. Ok, très bien, donc 1000. Ensuite, moins 80x, moins 50x, plus 4x carré. Et on n'oublie pas que le tout est encore multiplié par x. Le troisième facteur, on n'est pas encore allé le chercher. Donc là, ça me fait 4x carré moins 130x plus 1000, qu'on va multiplier par x. Et donc, en effet, on retrouve bien 4x au cube moins 130x carré plus 1000x. On a bien le volume annoncé dans l'énoncé. Question 3, on vous demande d'étudier les variations de cette fonction pour justement savoir, parce que c'était l'objectif, je ne l'ai pas redit, mais c'était écrit, hein, on voudrait savoir quelle dimension on doit donner à la boîte, donc en gros quelle valeur de x on doit prendre, puisqu'on a bien compris que quand on a x, on a toutes les dimensions. Hein. Donc quelle valeur de x on doit prendre pour que le volume soit maximal. On veut arriver à rentrer un maximum de volume à l'intérieur, de volume de ce qu'on veut d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qu'on va mettre dedans, ils ne le disent pas. Mais voilà, on veut qu'il y ait une contenance maximale. Donc, pour savoir les extrémums, en gros, il nous faut des variations. C'est pour ça qu'on vous dit d'étudier les variations. Pour étudier les variations, alors sachant que ça, c'était v de x, là, je vais calculer v' de x. 4x au cube, ça se dérive en 4 fois 3x au carré. 130x carré, 130 fois 2x. Et 100x, 100. Donc, ça nous fait 12x au carré moins 260x plus 100. C'est du second degré, donc pas de souci, delta, pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre comme signe et ensuite comme variation pour v. Alors, 260, enfin moins 260 au carré, moins 4 fois 12 fois 100. On est sur des grands nombres, hein, mais bon, pas de raison que ça ne marche pas pour autant. Donc 260 au carré, moins... Ok, donc ça fait 62 800, qui est largement positif. Du coup, on a deux racines. Donc deux racines distinctes qui vont être x1 égale... Alors, le b ici, parce que je rappelle que v' est là. Hein. Donc le b c'est 200, enfin moins b c'est moins 260, donc moins b c'est 260, moins racine de 62 800 sur 2 fois 12, donc 24. On y va. Alors, 260 moins racine. Je vais le faire d'un coup. Hein. Je vous avoue que là, ça va aller. Ah, mais ça tombe pas juste. Sur 24. Ça tombe pas bien. Alors, je vais juste vérifier le delta, hein, histoire quand même que j'ai pas d'erreur. Ça se peut, hein, c'est juste que... Je vérifie quand même au cas où. Donc, 260 au carré moins 4 fois 12 fois 100. Oui, non, ça c'est bon. On est bien à 62 800. Bon, mais on va faire comme ça, on n'a pas le choix. Ça arrive, hein, après, c'est vrai que même moi, je suis surprise parce que beaucoup d'exercices sont prévus. Mais en même temps, c'est bête parce qu'on vous habitue à tomber sur des entiers. Alors que, bah, évidemment, dans la vraie vie, et là, ça ressemble un petit peu plus à la vraie vie déjà, on n'a pas forcément des entiers. Donc c'est vrai que cette habitude de se dire ah je vais tomber sur un entier sinon c'est que c'est faux, c'est bête en fin de compte. Hein. C'est une mauvaise habitude qu'on vous donne d'ailleurs pour vous simplifier l'existence, mais bon. Du coup dès que c'est un peu plus compliqué, vous pensez que c'est faux. Comme un peu comme moi d'ailleurs là, je dis pas que c'est faux, mais je vérifie quand même à plusieurs reprises. Non, non, malgré les vérifications, c'est bien ça. Alors en revanche, je vais essayer d'avoir une écriture simplifiée. Bah, déjà il y a le 100. Alors racine de 62 800, est-ce qu'elle est capable de me le faire? Visiblement non.
C'est pas grave, on va le faire à la main. Parce que pourtant, elle est bien en mode automatique et elle ne le fait pas. C'est pas grave. Alors, je vais voir avec la racine de 628. Ok, donc c'est bon, on va s'en sortir. Donc 260. 628, enfin 62 800, c'est 628 fois 100. Donc c'est 10 racines de 628. 10 racines de 628 sur 24. Ensuite, donc je peux tout diviser par 2. Ça va me faire 130 moins 5 fois. Et racine de 628, c'est aussi 2 racines de 157, parce que 628, c'est 4 fois 157. J'ai divisé par 2, donc en dessous, il ne me reste plus que 12. Et je peux encore tout diviser par 2. Donc ça va me faire 65 moins 5 racines de 157 sur 6. Voilà, c'est pas beau, mais c'est la valeur exacte. Et x2, heureusement, je n'ai pas besoin de tout refaire, c'est la même, hein, avec un plus devant la racine. Donc 65 plus 5 racines de 157 sur 6. Les racines x1 et x2, elles sont en quelque sorte conjuguées par la racine carrée. Hein, c'est-à-dire que... Ouais, bon, ce mot-là, vous ne le connaissez pas encore. C'est un mot de terminale, mais en gros, ce sont les mêmes avec... enfin, ça, vous l'avez vu dans les formules, hein, avec le signe qui change devant la racine carrée. Alors quand ça se calcule, on ne voit plus. À la fin, on ne le voit plus, qu'elles ont ce lien. Quand ça ne se calcule pas, c'est-à-dire qu'on se trimballe la racine carrée, eh ben, on garde ce lien. Donc elles sont les mêmes au signe près, quoi. Voilà. Le signe qui est au milieu. Ok, donc j'ai mes deux racines qui sont pas belles. Alors je vais quand même écrire les valeurs approchées pour que... Donc 0,39... ouais. Juste pour que on... Attendez, parce que je les cherche en même temps. Pour qu'on sache quand même où elles se situent après dans le tableau. Voilà. Oui, donc j'en ai une qui vaut environ 0,39. Donc ça doit être celle-là. Et une qui vaut environ 21,27. Donc déjà, il y en a une qui ne rentre pas dans l'intervalle, puisque rappelez-vous, hein, on doit être entre 0 et 12,5. Donc clairement, x2, elle n'y sera pas. Donc justement, si on veut les variations sur l'intervalle i, donc i justement c'est l'intervalle qu'on avait donné au départ, donc c'est 0, 12,5, donc on y va. V' de x. Alors heureusement, bon, l'avantage c'est que V' est déjà du second degré, donc on n'a pas grand chose à étudier finalement, on peut remplir directement le signe. Alors, on est d'accord que x2 ne rentre pas dans l'intervalle. Il serait quelque part par là si on devait le mettre. Donc, ça sort du tableau en fait. On aura un 0 là et on a x1, ça ferait un 0 là. Donc, en théorie, si je devais bien mettre tous les signes, sachant que c'est 12x carré, donc le a est positif, il devrait avoir plus, moins et plus après. Sauf que vous, ça n'est pas dans le tableau. Donc, il vous reste plus, moins. Et du coup, un volume qui ressemble à ça. Alors, je vais vous donner les valeurs aussi. Alors, on va s'amuser maintenant pour avoir les images. Les deux extrêmes, c'est facile. C'est celle de x1, évidemment, qui va être plus complexe. Alors, je vais écrire celle de 0, par exemple. Donc, v de 0, c'est pas bien compliqué, puisque v est carrément factorisable par x. Donc, 4 fois 0 au cube, moins 130 fois 0 au carré. On n'a que des zéros, en fait. Hein. Plus 100 fois 0. Chaque terme vaut 0. Donc, 0. Donc, ici, 0. Pas de souci. Ensuite, en 12,5, je suis en auto, donc c'est bon. Ah non, c'est bon. Excusez-moi, c'est parce qu'en même temps, je règle mon truc, là, ma calculatrice, pour pouvoir le faire facilement. J'ai rentré la fonction. Ah ben, 0 aussi. Ok, pour 12,5. Oui, ce qui est assez logique, hein, parce que quand vous réfléchissez, là, la boîte, quand vous enlevez un coin de 12,5 de côté, en fait, vous enlevez tout. Vous enlevez toute la largeur. Donc, bon, comme on n'a plus de largeur, on se retrouve avec un volume nul. Bon, et x1, alors allez, je me motive, j'écris x1. Donc 65 moins 5 racines de 157, que le tout que je divise par 6. Il manque une parenthèse, hop, divisé par 6. Alors elle ne me donne qu'une valeur approchée, hein, je n'ai pas de valeur exacte, donc là, bon, honnêtement, je ne vais pas m'amuser à calculer ça, le cube, le carré, etc., en gardant les racines carrées.
ça vaut pas le coup non plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire V de x1, puisque c'est l'image, pour garder de l'exact. C'est l'avantage quand vous écrivez V de x1, c'est que vous n'avez pas fait de valeur approchée. En même temps, vous vous êtes pas mouillé, vous n'avez pas donné de valeur. Mais au moins, c'est pas faux. On n'a pas écrit quelque chose de faux, c'est juste qu'on ne l'a pas précisé. Et là, je l'ai écrit à côté, la valeur, donc environ 371,99. Voilà, donc on vous demandait justement pour quelle dimension la boîte elle va avoir un volume maximal. Bon, bah, clairement, c'est pour x1, c'est-à-dire environ 0,392 cm. Je ne sais plus comment ils vous le demandaient. On a dit la dimension de la boîte. Oui, bon. Elles ne sont pas très belles, hein, ces dimensions. C'est pas grave. Il n'est pas très bien ficelé, l'exercice. Mais bon. Alors, on est déjà dans le 3. Le maximum, enfin le volume maximal plutôt, est donc atteint sera donc atteint pour une hauteur, parce que je rappelle que x c'était aussi la hauteur de la boîte, de x1, c'est-à-dire environ 0,392 cm, une largeur, parce que du coup on peut tout calculer, hein, une largeur de, alors la largeur c'était, largeur L, 25 moins 2x, donc 25 moins 2 fois, alors 65 moins 5 racine de 157 sur 6. Ouais, c'est vraiment pas beau, hein. Donc si je mets tout sur 6, ça fait 156e. 25, c'est 156e. Ouais, en fait, ça sert à rien de mettre tout sur 6. On va tout mettre sur 3 plutôt. Donc 75 tiers, ça c'est 25. Et en fait, le 2, là, il va se diviser, enfin, on divise en haut et en bas, en fait, par 2. Donc là, il va rester 3 à la place de 6. Et donc, je mets tout sur 3. Donc, moins 65 moins 5 racine de 157 sur 3. Ce qui fait 75 moins 65, donc 10, plus 5 racines de 157 sur 3. Voilà la largeur magnifique. Et une longueur de... Donc même principe. Mais là c'était 40 moins 2x. Donc 40 moins 2 fois 65 moins 5 racine de 157 sur 6. Bon, même type de calcul, je mets 40 sur 3, donc 120. Là, le 2, pareil, il s'en va, il reste 3. Moins 65 plus 5 racine de 157 sur 3. Ce qui nous fait 55 plus 5 racine de 157 sur 3 cm pour la longueur. Voilà. Bon courage à ceux qui vont devoir mesurer ça. Bon, après, évidemment, hein, dans la réalité, on prend des approximations parce qu'il y a un moment, les racines carrées, quand elles sont irrationnelles comme ça, c'est-à-dire qu'elles ont un nombre infini de chiffres après la virgule qui, en plus, n'est pas prévisible. Bon, il y a un moment, même les machines ne seront pas capables, en fait, de mesurer ça, hein. Donc, c'est pour ça que quand on est sur des problèmes concrets, en général, après, on bascule sur des approximations. Bon, là, on ne vous le demandait pas, donc je suis restée sur de l'exact. Alors, le 15, à part les calculs qui n'étaient pas beaux, sinon, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bon, il fallait trouver le volume. Mais ça, oui, forcément, il fallait retrouver la formule aussi du volume. Bon, on peut imaginer que maintenant, en tout cas, vous ayez à peu près compris. Le 18. Le 18, vous allez voir, il est un peu plus simple en fait, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit que la valeur d'une machine en centaines d'euros, T années après son achat, est modélisée par la fonction machin. Bon. Donc en gros, ça veut dire qu'au bout d'un an, le prix sera 2 et je remplace T par 1. Au bout de 2 ans, le prix sera 2, je remplace T par 2, etc. Donc forcément, ça va être une fonction décroissante puisque bon, la plupart des objets, sauf ceux qui prennent de la valeur avec le temps, mais c'est assez rare, les objets fonctionnels, comme les voitures, comme je ne sais quel, les canapés, les ordinateurs, tout ce que vous pourriez revendre, en général, perd de la valeur. Donc ça va être une fonction plutôt décroissante, il y a des chances. Bon, on va voir. Donc justement, calculer V', étudier les variations de V, sachant qu'on est entre 0 et 20. Allez, on y va. Donc le numéro 18. Celui-là, il devrait être un petit peu plus rapide, j'espère qu'il est mieux ficelé.
en termes de calcul, hein, je parle, parce que l'autre était bien fait, hein, c'est simplement qu'on se retrouve avec des calculs qui étaient un peu lourds. Donc, sur 0,20, on y va. Donc, V'. Ah oui, alors avant de calculer V', on va remarquer que V de t, c'est 70 fois 1 sur 0,5 plus 1. Ceux qui le font avec U sur V, aucun souci. Simplement, remarquez bien que U' vaut 0. Voilà, pour ne pas vous tromper. Mais moi, je vais le faire du coup avec 1 sur V, qui va me faire gagner un petit peu de temps. Donc, avec... donc ici, c'est V de t. La variable, c'est t et pas x, hein, mais bon, ça ne change rien. Donc V de t, c'est 0,5t plus 1, ce qui veut dire que V' de t, c'est plus que 0,5 quand je dérive. Comme s'il y avait 0,5x plus 1 qui donnerait 0,5. Quand je vais dériver, je vais garder mon 70, et là, rappelez-vous, moins V' sur V carré. Autrement dit, 70 fois moins 0,5 sur 0,5t plus 1 au carré, ce qui nous fait moins 35 sur 0,5t plus 1 au carré. En dessous, bien sûr, je ne développe pas. Ça, bon, ça commence à faire quelques fois que je vous le dis, donc j'espère que ça va. Et donc, au final, je me retrouve avec quelque chose de très simple, puisqu'au-dessus, sur le numérateur, j'ai moins 35 qui est quelque chose de tout le temps négatif. Et au dénominateur, j'ai quelque chose qui est tout le temps positif. Alors peut-être ça peut s'annuler, faire une valeur interdite, peut-être, mais c'est le pire qu'on puisse avoir. Sinon, c'est positif. Donc, eh ben, on se lance. Il n'y a pas spécialement de gros calculs à faire, hein. Donc, on peut y aller. Alors, 5t plus 1 au carré. Donc là, oui, une petite remarque, vous pourriez aussi le détailler à la main, ça, c'est-à-dire sans forcément le remplir dans le tableau, et dans le tableau, après, mettre plus que V' de t. Vous pourriez à la main dire, bon, bah, moins 35, c'est toujours positif, négatif, pardon. 0,5t plus 1 au carré, c'est toujours positif, ça peut s'annuler en telle valeur, etc., etc. Moi, je préfère tout récapituler dans le tableau directement parce que ça évite les phrases et donc ça évite les imprécisions. Bon, en même temps, c'est pas un mauvais exercice que de faire les phrases, hein. Loin de là, je ne dirais pas le contraire. Voilà. Alors, on est donc entre 0 et 20. Lui, tout le temps négatif. Lui, alors on va essayer de voir quand même si jamais il s'annule. Alors, on a dit qu'un carré ne s'annule que si ce qui est à l'intérieur vaut 0. Donc, ça revient à dire que lui vaut 0. Donc, 0,5t égale moins 1. T égale moins 1 sur 0,5, c'est-à-dire moins 2. Moins 2 n'est pas dans l'intervalle. Parfait, il est avant. Donc ça voudrait dire que en fait, notre intervalle, il est du côté du signe de m. Mais là, comme on a un carré, en fait, on n'a aucun problème de signe. Le seul truc qu'on voulait savoir, c'est si jamais on devait mettre un 0 ou pas. Mais en fait, pour le signe, il n'y a même plus l'histoire du m, puisqu'en fait, après, on le met au carré. Donc c'est forcément positif. C'était simplement, est-ce qu'on mettait un 0 ou pas? Donc non, on ne met pas de 0 puisqu'il ne tombe pas dans l'intervalle. Donc plus, lui, moins. Et donc en fin de compte, je récupère quelque chose en effet de décroissant. Comme je vous disais, c'était plutôt prévisible. Il ne me reste plus qu'à calculer les images, qui ne sont pas très compliquées à calculer là, hein. V de 0, donc c'était 70 sur 0,5 fois 0 plus 1. Donc 70. Et en 20, on fait pareil. Alors je rappelle que quand je vous interroge, que je vous évalue, pas besoin de tout détailler à ce point-là. Vous en mettez un de calcul. Donc là, V de 20, par exemple, vous ne l'écririez pas. C'est bon, j'ai vu ce que vous saviez faire, quoi. Alors, 0,5 fois 20, ça fait 10. 10 plus 1, 11. Donc 70 onzième. Voilà. Bon, donc on a répondu à la première question. Ça, c'était la 1 ou la A, je ne sais plus. La 1. Et après, on vous dit, le propriétaire de cette machine souhaite la revendre avant que sa valeur ne soit inférieure à 2000 euros. Montrez qu'il devra la vendre au maximum 5 ans après son achat. Alors là, du coup, il faut bien relire tout l'énoncé. Parce que là, il ne s'agit pas juste d'étudier la fonction, il faut réfléchir un petit peu au contexte. Donc là, on vous disait que V de t, c'était la valeur de la machine en centaines d'euros. Donc ça, déjà, c'est important. Parce que là, on vous parle de 2000 euros. Et donc, il faudra bien penser que 2000 euros, en réalité, c'est 20 centaines d'euros. Donc, en fait, si je regarde cette fonction-là, il faudra que je m'interroge sur le moment
où la fonction, justement, devient inférieure. Parce que comme elle est décroissante, hein, bon, il y a certainement un moment où ça va arriver. Quand est-ce qu'elle devient inférieure à 20 et pas à 2000? Sinon, vous allez trouver un truc bizarre. Là, comme c'est en centaines d'euros, il faut bien voir quand est-ce que ça tombe sur 20. Parce que vous voyez, là, je pars, donc au début, on est à 70, après on a 70 onzièmes, qui doit faire environ 6 et quelques. Et donc, il y a un moment, on passe par 20. Et donc, on veut savoir justement à quel moment. Et parce que lui, il veut vendre avant. Si je, attendez, hein, que je relise bien l'énoncé, c'est ça. Il veut vendre avant, voilà. Il veut vendre avant que ça n'atteigne cette valeur-là, pour pas trop perdre d'argent. Lui considère que c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à vraiment perdre beaucoup. Donc il veut vendre avant, et donc il veut déterminer à partir de quelle année, justement, cette valeur, elle sera passée en dessous de 20 pour pouvoir vendre avant. Donc, clairement, comme elle est décroissante, ça revient à chercher l'unique, s'il n'y en a qu'un, l'unique antécédent de 20. Donc ça, c'est la question 2. On cherche donc t tel que v de t. En fait, lui, il veut savoir quand est-ce que v de t est inférieur à 20. Comme v est décroissante, strictement d'ailleurs, en fait, il n'y a pas besoin de résoudre une inéquation, il suffit de résoudre l'équation, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'autres endroits où ça tombera sur 20. Il suffit de résoudre v de t égale 20. Et là, en fait, on sort du chapitre sur les variations. Là, pour le coup, c'est une équation. Et donc, on cherche à résoudre ça. Alors, arrivé là, bon, il y a plusieurs façons de l'apprendre. En général, vous, ce que vous faites, ce qui peut se défendre, hein, du moment où vous avez exclu la valeur interdite. Donc là, je vous rappelle qu'on avait trouvé que c'était moins 2. Donc déjà, je précise que t ne vaut pas moins 2. En effet, de toute façon, ce n'est pas possible, on est sur 0,20. Donc pas de souci. Du coup, du moment où j'ai précisé ça, je vais pouvoir manipuler le dénominateur là qui est en dessous. Notamment, vu que ce qui me gêne justement c'est la fraction, je vais pouvoir dire, bon parfait, je multiplie par 0,5t plus 1. Là, je suis sur une équation et pas une inéquation, donc je peux le faire sans plus de problème que ça. Donc ici, ça enlève justement ce qui me gênait. Et de l'autre côté, ça fait une espèce de produit en croix en fait. Hein. J'aime pas trop l'appeler comme ça parce que, enfin bon, ça enlève un peu le sens à ce qu'on fait, mais ça revient à ça en tout cas. Donc, du coup, 70 égale 10t plus 20. Du coup, 10t égale, je fais moins 20, donc 50. Et donc, t égale 50 sur 10, c'est-à-dire 5. Voilà. On aurait pu aussi le chercher en utilisant la table sur la calculatrice ou des choses comme ça, parce que comme ça tombe pile sur 5, on pouvait le trouver. Mais comme on ne sait pas à l'avance, je pense que le plus rigoureux, et ce qui est attendu quand même au niveau d'une première générale, c'est de résoudre, hein, comme on vient de le faire là. Voilà, donc, je ne sais pas comment il s'appelle, il a un nom. Non, le propriétaire. Le propriétaire devra vendre avant la 5e année. Donc, devra donc vendre avant la 5e année. Ok, et il nous reste année. Il nous reste donc le 20, qui est une histoire de bénéfice. Bon, il a été fait avec, je ne saurais plus dire quel groupe, je pense le B, je dirais ça comme ça, en classe, parce que je ne sais plus comment ça s'était goupillé, on avait eu un peu plus d'heures, enfin bref. Celui-là, il avait été fait, bon, ça n'était pas trop mal sorti, c'était le début qui était un peu laborieux, parce qu'il faut bien comprendre les histoires de recettes, de bénéfices et tout ça. Mais dans le principe, bon, ça se fait. Alors, donc on vous dit, une entreprise produit des tablettes tactiles avec un maximum de production de 30 000 unités par mois. Donc, ok, on ne dépasse pas 30 000. Soit X le nombre de milliers de tablettes produites. Le nombre de milliers. Donc déjà, 30 000, c'est 30 milliers. Donc on n'ira pas au-delà de 30. Le coût de production en milliers d'euros, donc ça aussi c'est en milliers d'euros, est modélisé par la fonction. Ok.
Donc en gros, vous avez, en fait, quand il y a une production qui est faite en usine ou en entreprise, il y a forcément un coût de production, c'est-à-dire le coût des machines, le coût des employés, puisqu'il faut les payer, évidemment. Je ne sais pas, moi, ne serait-ce que les réparations, le ménage, enfin bon, tous ces trucs, tout ce qui permet de faire fonctionner et de produire dans l'usine ou dans l'entreprise. Donc il y a des coûts de production, là ils sont calculés en fonction de ce qui est produit. Puisqu'évidemment, selon le nombre de pièces que vous produisez, vous n'allez pas forcément avoir le même coût de production. Et attention, le coût de production n'est pas forcément proportionnel. Puisqu'il se peut que pour, je ne sais pas moi, pour produire, là on va jusqu'à 30 000, pour produire 10 000 pièces, il vous faille, je ne sais pas, 3 ou 4 machines de production. Et puis il suffit que vous vouliez produire 1000 pièces de plus, et puis paf, il va vous falloir une quatrième machine. Donc en fait, ça va vous coûter plus cher de rajouter une machine que ce que vous allez gagner avec la production supplémentaire. Donc c'est pas forcément proportionnel. Ou même après avec le nombre d'employés aussi. Des fois, il suffit de rajouter un petit peu de production, puis paf, on est obligé de rajouter beaucoup d'employés, ça coûte cher en masse salariale, etc. etc. Donc c'est pas parce qu'on produit plus que ça coûte de façon proportionnelle. En fait, c'est pas parce qu'on produit plus que ça va coûter forcément d'autant plus. Et inversement. Donc c'est pour ça que vous avez une fonction qui est quand même pas si simple que ça, qui calcule les coûts. Ensuite, ce qui est plus simple en revanche, c'est que, bon là ils ont simplifié d'ailleurs le problème, on vous dit chaque tablette elle est vendue tant. Donc elle est vendue 480 €. Et on suppose que si l'entreprise a produit X tablettes, X milliers de tablettes, puisque c'est en milliers, on suppose qu'elle les a toutes vendues à chaque fois, chaque mois. Évidemment, la réalité est un peu plus compliquée que ça, mais si on vous met vraiment la réalité, ça va être compliqué pour vous. Donc en fait, on a simplifié un petit peu pour pouvoir quand même travailler sur le problème. Et donc justement, première question, on vous demande quelle est la recette. Donc la recette, c'est ce que vous allez gagner brut. C'est-à-dire, voilà, j'ai vendu tant de tablettes, à la caisse, j'ai eu tant d'argent. Voilà, là, pour l'instant, je n'ai pas compté combien m'avait coûté la production, les salariés, etc. Donc là, simplement, la recette, c'est ça. Et donc, comment on va calculer donc, la recette? Eh bien, faut juste voir. Donc, il faut faire attention en revanche aux unités quand même, hein, mais sinon, ça ne va pas être très compliqué. Parce que, vous voyez, une tablette, c'est 480 €. Ce n'est pas exprimé en milliers d'euros, alors que la recette est en milliers d'euros. Donc, il faut quand même faire gaffe. Donc, en gros, une tablette, c'est 480 €. Bon, jusque-là, ok. Un millier de tablettes, on va les mettre comme ça, parce que c'est en milliers de tablettes le X. Donc, bon, on est bien obligé de faire ça. Hein. Quand X vaut 1, en gros, un millier de tablettes, c'est donc 480 000 €, c'est-à-dire 480 milliers d'euros. Donc, si je vends plutôt X milliers de tablettes, je vais récupérer plutôt 480X milliers d'euros. Voilà. Donc en fait, comme le prix et les nombres de tablettes sont exprimés en milliers, en fin de compte, on va retrouver la même fonction que si on avait exprimé en unités. C'est-à-dire que R de X, c'est 480X. Donc autrement dit, pour, je ne sais pas moi, 15 000 tablettes vendues, ou produites même, puisqu'on considère que c'est la même chose, X vaut du coup 15, puisqu'on est en milliers. Et donc pour savoir combien j'ai gagné, je vais faire 480 fois 15. Et ce sera en milliers d'euros, le résultat. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on récupère à la caisse quand on vend toutes les tablettes qu'on a produites dans le mois. La recette. Ensuite, deuxième question, on vous demande de démontrer l'expression du bénéfice. Alors, qu'est-ce que c'est le bénéfice? Justement, c'est ce qu'on gagne vraiment. Donc, ça va être la recette, donc ce qu'on a récupéré à la caisse, moins ce qu'on a déjà payé pour pouvoir faire la production. Donc, moins les coûts de production. Autrement dit, B de X, c'est donc R de X, puisque tout dépend à chaque fois de X, qui est le nombre de pièces produites en milliers. Et le coût de production, c'est donc C de X. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais la différence, je fais le calcul. C de X, il est donné, R de X, on vient de le trouver.
Donc pour R de x, 480x, et C de x, je le remplace. Alors c'était moins 1 tiers x au cube, plus 22x carré, plus 96x. On fait attention aux signes, parce que j'en ai beaucoup qui ne me mettent pas les parenthèses, qui après ont des erreurs de signes. Et ensuite, le moins va venir se distribuer sur chacun des termes du groupe. Donc 480x moins, donc plus 1 tiers de x au cube, moins 22x au carré, moins 96x. Très bien. Donc dx au carré, j'en ai moins 22. dx, j'en ai 480 moins 96. Donc ça fait 384 x. Et quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, pardon, il me manquait le x au cube. Je vais le mettre là. Donc 1 tiers de x au cube. Et donc j'imagine que c'est la fonction qu'on vous proposait. Oui, c'est ça. Donc voilà mon bénéfice. Et évidemment, c'est ça qui intéresse les entreprises, puisque c'est ça qui va leur rester et qui va leur permettre de gagner vraiment de l'argent, de pouvoir réinvestir ensuite dans autre chose, etc. Et puis de pouvoir avoir aussi une avance de capital pour pouvoir payer les salariés en vue de produire. C'est-à-dire que souvent, il y a une avance. On paye d'abord les salariés avant de pouvoir vendre ce qu'on a produit. Donc, il faut quand même de l'argent dans l'entreprise. Enfin bref, bon, c'est le bénéfice qui les intéresse. Et c'est pour ça que, justement, on va vous faire tracer à la calculatrice. Bon, ça, je passe. Vous faites sur votre calculatrice. Je passe à la 4. On vous demande d'établir le tableau de variation du bénéfice, puisque c'est ça qui nous intéresse. À quel moment on va avoir un bénéfice maximal, maximisé? À quel moment le bénéfice ne sera pas intéressant? Moment, ce n'est pas le mot d'ailleurs. Pour quelle production? Ce que je disais tout à l'heure en introduction de l'exercice. Ça va dépendre en fait d'une production à une autre. On va avoir des différences de bénéfices alors que ce n'est pas forcément la logique qu'on aurait eue au départ. Ce n'est pas plus on produit, plus on a de bénéfices. Non, parce que ça va dépendre de ce que ça coûte pour produire. Donc, et comme le coût, ce que j'expliquais tout à l'heure, n'est pas forcément le même, n'est pas forcément proportionnel, et ben c'est pas si simple. Voilà. Donc la 3, je passe. La 4, variation. Donc B', bon, je vais aller un petit peu plus vite, ça on commence à avoir l'habitude. Donc je dérive, moins 22 fois 2x plus 384. Donc je me retrouve avec une dérivée qui vaut x carré moins 44x plus 384. Très bien. Delta, alors de mémoire, ça tombait pas trop mal sur celle-là. Je ne me souviens pas qu'on ait eu du mal en classe. Donc 44 au carré, moins 4 fois 384. Oui, c'est ça. On tombe sur 400, qui est donc assez simple. J'ai deux racines, x1, donc 44 moins racine de 400 sur 2. Donc ça fait 44 moins 20 sur 2, ça fait 24, donc ça fait 12. Et x2, 44 plus racine de 400 sur 2, donc 64 sur 2, donc 32. C'est ça. Ok. Et donc nous, on est sur l'intervalle, j'ai déjà oublié, 0,30 il me semble. Mais peut-être que je me trompe, 0,30, c'est ça. Ce qui veut dire que la deuxième racine n'y sera pas. Donc on continue, 0,30, je mets mon 12, 32 en théorie il serait après, on est bien d'accord. Donc B' de x, B. Voilà. 0. En théorie, j'aurai mon 0 ici. Sachant que le A est positif, ça me ferait plus, moins, plus. Et donc, il me reste que ce qui m'intéresse là, plus, moins. Et donc, en effet, j'ai un bénéfice qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire, qui n'est pas même affine. C'est-à-dire que je n'ai pas de proportionnalité entre le nombre de pièces produites et le bénéfice. Vous voyez qu'à partir de 12 000, puisqu'on est en milliers, je vous rappelle, à partir de 12 000 pièces produites, en fait, le bénéfice diminue. Donc, voilà, l'entreprise peut s'interroger après, en fonction de ces calculs-là, sur la stratégie commerciale qu'elle va adopter. Est-ce que peut-être il faudrait qu'elle augmente son prix pour pouvoir aller taper dans des productions plus élevées? Est-ce que il faut juste qu'elle produise moins et qu'elle donne peut-être plus d'image de marque aussi? Quand il y a plus de demandes, en général, l'image s'améliore. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai tout le temps, ça d'ailleurs, mais bon, ça peut être une stratégie en tout cas. Etc., etc. Voilà. Donc là, justement, maintenant, tant qu'on y est, on va calculer ce bénéfice. Alors, en 0 vaut 0.
Et après, alors je vais vous dire ça. Table. Donc en 12, il vaut 2016 milliers d'euros. Hein, donc ça fait 2 16 000 en fait, hein, euros. Et ensuite en 30, on obtient 720. C'est encore un joli bénéfice, mais c'est quand même nettement moins que celui qu'on avait pour 12 000 pièces. Je me souviens plus de la question, mais j'imagine qu'on vous demande quand est-ce que le bénéfice est le plus intéressant. Et voilà, donner la production à réaliser pour obtenir le bénéfice maximal et préciser la valeur de ce bénéfice. Donc ça c'est la 5. Voilà, donc le bénéfice sera donc maximal lorsque 12 000 pièces sont produites, puisque je rappelle que 12 c'est en milliers, et il s'élèvera alors à 2 16 000 euros. Voilà, voilà qui nous permet donc de boucler ce chapitre-là, d'avoir encore donc quelques exemples un petit peu plus consistants. Ce ne sont pas les seuls, il en restait en fait encore un sur la fiche, mais bon, on en a déjà vu pas mal. Déjà, si vous maîtrisez tout ça, bon, on est bien déjà, on est bien. Les autres, bon, évidemment, si vous vous sentez, je vous invite à les faire. La plupart sont faisables en plus, hein, c'est pas forcément simplement qu'on vous met des contextes différents. On varie un petit peu les plaisirs, mais, mais toutes les techniques de base, on les a vues et travaillées. Donc a priori, c'est pas non plus insurmontable. Mais bon voilà, moi je peux pas non plus vous faire passer 2 mois sur le chapitre, donc je m'arrête là. Mais si déjà vous maîtrisez tout ce qu'on a fait, vous êtes plutôt bien parti pour l'année prochaine. Et c'est ça mon objectif premier, évidemment. Voilà, bon, bah, bon courage en tout cas à tous. Et rendez-vous sur le chapitre 10, puisque maintenant le 9 est bien bouclé. On va essayer de boucler le 10 également. Il nous reste une petite partie justement avec des variations. Donc à très bientôt pour la suite. Merci de votre écoute.